Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Nous allons parler de l'accord sur le commerce des services. Un débat a eu lieu hier soir ici au Parlement européen. On va en parler tout de suite avec les trois députés européens qui sont avec nous. Merci d'être là. Pervenche Berès, je rappelle que vous êtes député socialiste et démocrate, SED. Stelios Koulouglou, député GUE, GVN. Vous êtes également membre du Syriza. Et puis Patrick Le Yarrick, député européen, gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Merci à vous. Alors, je crois que cette question est complexe. Hier, ça a été dit dans le débat. Le grand public ne connaît pas tellement en détail ce qu'il en est de ce fameux TISA, qui est le nom anglais d'ailleurs de cet accord sur le commerce et les services qui est en cours. Est-ce que quelqu'un déjà pourrait nous expliquer en quoi ça consiste et où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle dans ce débat ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Pervenche Berès, en quelques mots ? Le débat qu'on a eu hier est un débat d'orientation. La caractéristique de cet accord, c'est que finalement, le Parlement européen ne s'en est saisi de manière très publique que assez tardivement. Et surtout, c'est un accord qui, contrairement à l'accord négocié entre l'Union européenne et les États-Unis, n'a pas été encore très rendu public. D'où l'importance, et je vous en remercie, que les médias puissent informer nos concitoyens de ce qu'il en est. Comme le titre l'indique, c'est un accord sur le commerce et les services. Et derrière ça, c'est tout à la fois l'immatériel et les conditions du commerce qui sont en jeu. Pour nous, ça peut être une voie, bien évidemment, de dérégulation et de libéralisation dans des conditions auxquelles nous devons résister. C'est la crainte qui a été exprimée en tous les cas clairement par un certain nombre de députés hier. Patrick Le Yarrick, en deux mots aussi, recadrer un petit peu sur le sens de ce débat et de cet accord qui est important, c'est-à-dire il faut le dire, il ne s'agit pas de petits détails. Il y a des secteurs entiers de la vie économique et de la vie sociale qui vont dépendre, qui risquent de dépendre de cet accord. On n'est pas dans des choses qui ne concernent pas les gens, ça concerne la vie concrète de l'économie et la vie sociale. Tout à fait, ça va toucher notre vie quotidienne. Ça a commencé comment ? Il y a un certain nombre de pays qui, contournant l'Organisation mondiale du commerce, se sont réunis pendant des mois et des mois, voire des années, à l'ambassade d'Australie à Genève, même pas dans les institutions officielles, à la suite de l'échec qu'ils ont subi sur l'accord général sur le commerce des services qui a échoué en 1994 et à l'OMC. Et donc ces pays, en dehors de toute instance régulatrice, entre guillemets, se sont réunis pour tenter d'imposer. Nous, ce dont nous discutons aujourd'hui, il est sur la base d'un rapport de Madame Reding, qui est une ancienne commissaire européenne, qui statue sur le fait de rentrer dans les négociations ou pas et à quelles conditions. D'ailleurs, elle y met elle-même, bien que n'étant pas de nos opinions, elle y met elle-même un certain nombre de barrières, ce qui prouve que c'est extrêmement complexe et porteur de beaucoup de dangers. Mais ce qu'on peut regretter globalement, c'est que ce texte, il est illisible par qui que ce soit, même par nous-mêmes, il est tenu secret et il est compliqué parce que non, pas le rapport, mais le projet de traité, si on veut, qui vient d'ailleurs après le projet de traité transatlantique et le projet de traité transpacifique. C'est-à-dire, il faut les voir ensemble parce qu'ils sont un peu complémentaires, si vous voulez. Et donc, on veut ouvrir tous les services publics. On nous dit qu'il y a une liste qui ne serait pas concernée, ils appellent ça la liste fermée, et une autre liste qui est ouverte, c'est-à-dire automatiquement, par exemple s'agissant du service public de l'eau, il faudrait ouvrir, mais on nous dit le service de la protection sociale n'est pas concerné. Oui, en théorie, il n'est pas concerné, mais dès lors que vous avez des assurances privées qui rentrent dans le domaine de la protection sociale, on est quand même concerné à des titres divers. On se rend bien compte de ces... On peut rappeler quand même qu'il y avait eu le site Wikileaks qui avait... Enfin, ça ne se fait pas dans la plus grande transparence, cette affaire. Vous-même le dites. C'est pas
Si ce n'est pas transparent pour vous, députés, j'allais dire, pour le grand public, ça ne l'est pas non plus. Et rappelons qu'au début de ce débat et de cette discussion sur l'accord sur le commerce des services, il y a des choses qui sont sorties à un moment donné, qui auraient été dites et faites, et on était dans l'opacité la plus complète sur le début des discussions là-dessus. Et ce que vient de rappeler Patrick Le Yarrick est tout à fait essentiel, à la fois la dynamique dans laquelle cette négociation s'installe en parallèle à la négociation avec les États-Unis pour une forme de grand marché de libre-échange entre les deux rives de l'Atlantique, et une offensive parallèle, puisque nous, les Européens, normalement, le cadre que nous privilégions, c'est l'Organisation mondiale du commerce, qui est un cadre multilatéral où, en principe, il y a des méthodes de travail, il y a un rapport de force entre les États, les ensembles régionaux, et des règles qui doivent être respectées. Là, parce que cette méthode-là n'avait pas marché, ils ont voulu, de manière opaque, entre un certain nombre d'États membres très libre-échangistes, initier une approche. Ce qui s'est passé dans le travail parlementaire en commission du marché intérieur, me semble-t-il, définit bien les conditions pour l'Union européenne. Mais il reste quelques éléments pour la plénière sur lesquels nous, en tout cas en tant que socialistes français, nous avons un débat au sein de tout le groupe socialiste, mais en tant que socialistes français, il y a pour nous un certain nombre de marqueurs, notamment sur cette question, la nature de la liste qui permet ou non de protéger les services publics, qui sont tout à fait essentiels. Et donc nous pensons qu'il faut encore améliorer le rapport de Mme Reding pour que le message du Parlement européen soit un message très lucide sur les enjeux de cette négociation. Stelios Kouloglou, donc sur l'aspect global un petit peu de cet accord, de ce débat, comment vous voyez les choses, vous ? Bon, ce sont les multinationales qui en profitent de l'accord. D'ailleurs, il y a un consortium de grandes entreprises plutôt américaines qui poussent pour cet accord-là, qu'il soit adopté. Je ne pense pas que, même si la Commission, Mme Reding, accepterait nos demandes et tout ça, après, il y aura toujours la négociation. La Commission va dire qu'on était obligé de négocier avec les autres partenaires, alors on ne pouvait pas rester et préserver toutes les recommandations du Parlement. Alors on entre dans une voie très difficile et très dangereuse, à la fois pour les services publics, pour le contrôle d'État et la possibilité des États de faire les propres politiques, pour les données personnelles, mais et aussi pour la possibilité des citoyens, des électeurs, des voteurs, de changer la politique, qu'il s'agisse d'une politique locale ou d'une politique nationale. Par exemple, comme il y a des points là, qu'on empêche que, par exemple, Strasbourg, après la privatisation des services de l'eau, qui est trouvé et qui ne marche pas, on peut revenir. Mais après l'accord TISA, on ne peut pas revenir. Alors ce sont pour... les multinationales gagnent tout et perdent. Alors là, on évoque quelques exemples. Patrick Le Yarrick, revenons un petit peu. Quels sont exactement les secteurs que doit réglementer cet accord ? Revenons-y un peu concrètement, un peu précisément. Quels sont les secteurs qui recouvrent à l'heure actuelle ? Il y aura l'ensemble des secteurs. Alors il y a ce qui vient d'être dit par Stelios, c'est qu'il y a une liste qui sera considérée comme non ouverte. Ce que je viens de dire tout à l'heure, l'éducation, la protection sociale. Mais je prends un cas. L'audiovisuel, on en a parlé. C'est très compliqué, très compliqué parce que même les enjeux qu'on avait eus précédemment sur ce qu'on a appelé la diversité et l'exception culturelle, avec les nouveaux systèmes de médias qui se développent, c'est plutôt compliqué parce que là, on est dans le commerce international des services. On n'est même plus dans, il y a 20 ans, quand on préservait notre exception culturelle. Donc, ça va être sans doute plus compliqué aujourd'hui. Je prends un autre cas. On dit le transport international est dans la liste négociable, dans la liste ouverte.
Et on dit d'un autre côté, le cabotage, c'est une compétence nationale. Mais les juristes internationaux, ceux qui écrivent le traité sur la libéralisation des services, eux, ils disent oui, mais le cabotage interne, c'est le dernier tronçon du flux du transport international fluvial. À partir de ce moment-là, il rentre dedans et l'État ne peut pas grand-chose parce que Stelio vient de dire quelque chose d'extrêmement important. Quand vous êtes dans cette fameuse liste ouverte, l'État ne peut plus légiférer sur son droit précédent. C'est-à-dire il ne peut pas, dès lors qu'il constate qu'il y a un système qui ne marche pas, il ne peut pas l'améliorer de son point de vue ou du point de vue des habitants du pays ou revenir en arrière. Et c'est ainsi pour toute une multitude, c'est les services financiers, les transports, l'eau. On peut penser que la quasi-totalité des services seront. Alors, il y a des contradictions parce que les États-Unis n'ont pas intérêt à ouvrir certains de leurs services non plus. Mais dans cette contradiction-là, ceux qui pèsent, parce que ceux qui négocient, ceux qui ont commencé, vous vous rendez compte, nous sommes au 15e round de négociation. 15e round de négociation. Et ceux qui négocient, il y a des responsables, des techniciens des gouvernements, des institutions, mais il y a dans la négociation les multinationales, ils sont autour de la table. Ceux des télécommunications, ceux des banques, ceux des assurances, ceux du transport, ils sont autour de la table. Et donc ce sont eux qui font le texte. Ce ne sont même pas des responsables politiques élus ou uniquement élus. Pervenche Berès, également, vous, quels sont les points ou les secteurs particuliers auxquels vous pensez dans cette négociation, importants, cruciaux, où la question où la discussion sur l'accord est particulièrement critique et importante? Quels sont les secteurs que vous voyez? On y insiste depuis le début de cette émission, la question de savoir quelle est la nature de la liste qui est appliquée au service public, qui a une définition plus ou moins large selon les États membres. Voilà, c'est ça. Par exemple, c'est le mot qui revient, un service public. Oui, mais ça c'est toute notre ambiguïté créatrice qui a cessé de l'être. C'est-à-dire que vous prenez par exemple le secteur de l'eau, il y a des pays où c'est totalement privatisé, d'autres où ça ne l'est pas du tout, et des statuts intermédiaires, et des pays comme le nôtre où certaines municipalités sont en train de rétablir leur contrôle sur les régies en matière d'eau. Donc vous voyez bien que dans nos États membres sont des définitions à la fois ouvertes et fluctuantes. Il n'en demeure pas moins que c'est à nous de déterminer à la fois au niveau européen et au niveau de chacun des États membres le périmètre de ces services publics. D'où la difficulté que nous avons ici pour négocier la nature du... Bon. Et puis, Stelio l'a dit aussi, sur la question de la protection des données, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes en passerelle entre la façon dont on négocie cet accord-là et, encore une fois, celui qui est négocié avec les États-Unis. Sauf que l'origine du droit et l'origine de l'accord, là, est radicalement différente. Et c'est un accord, sans faire de complotisme, ça ressemble quand même à c'est un coup de force. Oui, c'est ça. À la fois un coup de force, et puis ça ressemble un peu à ce qu'on a connu d'un certain moment avec ce qu'on appelait la trilatérale, c'est-à-dire vraiment des artisans en dehors de toute structure multilatérale qui, dans une forme de partenariat public-privé de négociation, organise une plateforme en fait pour pousser à un accord international. C'est ça. Et cette menace sur les services publics... Mais c'est bien que le Parlement européen s'exprime. Bien sûr. Et moi je me réjouis que même dans la commission INTA, donc la commission du commerce international, qui n'est pas toujours une commission, qui est une commission à l'image du Parlement, très, très diverse et ouverte. Madame Reding, qui est quand même une ancienne commissaire luxembourgeoise libérale, présente un rapport qui est à peu près équilibré. Si on arrive à l'améliorer en plénière avec un certain nombre d'amendements présentés par les progressistes, ça sera encore mieux. Mais il y a déjà des éléments d'inquiétude. Ça dit aussi quelque chose sur le climat dans lequel nous sommes et sur le moment où une telle négociation se déroule. C'est-à-dire qu'on est dans une tension et un bras de fer de plus en plus grand
entre ceux qui, derrière les multinationales, n'ont que faire des conditions de la régulation. Et ce n'est pas le seul exemple, il y en a d'autres. Et c'est pas le seul exemple, sûr. et qui continuent d'une certaine manière à plaider une forme d'autorégulation, parce que ce qu'ils font, c'est s'arranger entre eux pour ensuite imposer aux législateurs européens le résultat de leurs négociations. Et ceux qui voient jour après jour les méfaits de ce libre-échange. Alors, qu'on comprenne bien, vous l'avez dit de différentes manières, on en est où à l'heure actuelle du processus? C'est ça qui est important, de comprendre où est-ce qu'on en est et ce qui va se passer derrière. Où est-ce qu'on en est du processus de négociation à l'heure actuelle? Est-ce qu'on peut expliquer exactement où on en est, ce que ce rapport de Reding dont on vient de parler, quel stade il marque et ce qui va se passer derrière? Je ne sais pas encore. Très bien. Oui, vas-y. L'un ou l'autre, oui. Son rapport est un rapport qui ne vise pas à donner un mandat de négociation à la Commission. On n'en est pas là. C'est un rapport qui donne un accord de principe à la négociation, tout en y mettant, elle y met les avantages de son point de vue, de ce qui ressort de la Commission, mais elle y met aussi un certain nombre de barrières. Et ça, c'est l'élément positif. Stelios? Le fait que Mme Reding a fait beaucoup de concessions dit que les citoyens ne veulent pas les accords. Alors, une proposition majeure et formidable, à mon avis, aurait de demander qu'on fasse au niveau européen un référendum, si on est pour ou contre cet accord-là. Alors, si les gens comprennent qu'est-ce qui se passe, ils voteront, à mon avis, contre cet accord-là. Et c'est pour ça, Mme Reding, qui comprend, qui a beaucoup essayé de négocier tout ça, afin d'éviter un affrontement dans le Parlement. Et aussi, elle a joué les jeux entre les différents opposants de l'accord, plus ou moins décidés de le faire. Mais quand même, je répète que c'est un avis du Parlement pour les négociations, mais on n'est pas sûr que même cet avis, que nous sommes en tant que groupe de la gauche contre le rapport, mais on n'est pas sûr que même cet avis sera respecté par la Commission. Parce qu'il il faut négocier avec 47 pays, c'est pas des autres pays, et la Commission, l'Union européenne est considérée comme un seul partenaire. Alors il faut négocier avec 48. Et ça donne la possibilité aux négociateurs européens et à la Commission de dire qu'on était obligé de faire des concessions afin de trouver un compromis final. Alors, c'est pour ça que les marqueurs qu'on écrit aujourd'hui sont essentiels, parce que on voit bien si Mme Reding a fait des concessions, c'est pour faire passer son texte. Et je pense que pour les progressistes, c'est très important de toujours se souvenir et revenir à ce que sont les conditions dans lesquelles ce texte pourrait éventuellement passer, parce que pour l'instant, on ne sait pas encore si ça va passer. Alors, il y a une autre question qui touche au commerce international et qui est débattue, qui a été débattue d'ailleurs ici au Parlement. Ça concerne la Chine et son fameux statut d'économie de marché. On a entendu le débat hier. Est-ce que, là-dessus, c'est pas les uns et les autres, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu votre sentiment par rapport à ce débat sur... on rappelle en deux mots, quoi, OMC, la Chine il y a 15 ans, donc maintenant il faut décider, quoi. Il faut dire oui ou non, on lui reconnaît le statut d'économie de marché et quelles conséquences ou pas. Allez-y, en 2001, quand à l'OMC, la Chine se voit reconnue, adhère avec une mise en place d'une période transitoire pendant laquelle les États membres peuvent se protéger encore face aux produits chinois. Il y a l'idée que l'économie chinoise est en train d'évoluer, de devenir une économie de marché. Bon. Depuis, secteur par secteur, que ce soit pour les investisseurs européens en Chine ou pour la nature du commerce ou des investissements chinois en Europe, on voit bien que les principes mêmes de l'économie de marché ne sont pas réunis, d'une part. D'autre part, on voit l'impact qu'aurait sur des secteurs gigantesques
Métallurgie, métallurgie, automobile, agriculture. Quasiment tous les secteurs seraient touchés. Le fait que la Chine gagne son statut d'économie de marché. Et que donc en gros. il n'y ait plus aucune mesure anti-dumping autorisée au sein de l'Union européenne. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que ça fait un bout de temps que... Enfin, le calendrier, il est connu depuis longtemps. Hein, et on a l'impression que maintenant, au début de l'année, la Commission tout d'un coup s'est réveillée et dit il faut absolument décider maintenant. Puisque les mesures anti-dumping qui ont été prises sont des mesures qui relèvent de la codécision, donc d'un accord entre le Parlement et le Conseil. Et donc pour lever ces éléments, il faut au moins un an, et donc comme l'échéance vient à la fin de l'année, on est devant une difficulté. Et on voit bien qu'il y a un petit tour de passe-passe. Parce que les États qui seront les plus touchés, c'est évidemment les plus grands, mais tous les États seront touchés. Hein. Et moi je suis frappée de voir ici, on va voir si le moment où il va y avoir une résolution de voter, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'opposition au sein des groupes. Tous ceux qui d'habitude sont pour le libre-échange, etc., là, émettent des réserves sur cette On l'a entendu levée. dans le débat hier, on l'a ressenti ça dans le débat. Mais du coup, ce qui est un peu bizarre, je trouve, c'est que on voit bien qu'au niveau du Conseil, il y a une hésitation à sortir du bois. Parce qu'en même temps, chacun est devant une contradiction. Il y a beaucoup de nos États membres qui ont des investissements lourds en Chine et qui ne voudraient pas subir de mesures de rétorsion de la part des Chinois. Et les premiers d'entre eux, ce sont évidemment les investisseurs allemands. C'est la plus grande économie, la plus investie en Chine. Et du coup, vous voyez, on est un peu devant une contradiction. Il me semble quand même que le message fort que le Parlement européen devrait envoyer, parce que sur ces sujets, comme souvent, le Parlement européen peut être une bonne base pour lancer des messages forts, serait de demander à la Commission européenne d'aller à l'OMC pour reposer le débat et de dire comment est-ce que, on avait défini un calendrier à 15 ans, les conditions n'y sont pas. Or, juridiquement, rien ne nous interdit d'aller à l'OMC et de dire il faut reconsidérer. Alors, après, qu'est-ce qu'on met en place comme mesure? Est-ce qu'on reprolonge une période de transition? Est-ce qu'on fait une demi-mesure? Ça, après, on rentrera dans la technique. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que nous, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on lève ou non nos mesures anti-dumping, alors qu'il y a une question de principe qui devrait être posée à l'OMC et que pour l'instant, je vois le Parlement européen être l'institution la mieux en situation d'aller demander cette démarche. La situation n'est pas mieux. Patrick Le Yarrick là-dessus, sur cette question? Moi, je crois qu'on est toujours sommé de répondre libéral à des questions libérales. C'est-à-dire ce système du libre-échangisme mondial en économie nous emmène tout droit à la catastrophe. C'est l'écrasement des salariés, c'est l'écrasement de la culture, c'est le nivellement, tous azimuts. Donc cette question-là devrait être posée autrement, c'est-à-dire est-ce que on est d'accord ou est-ce qu'on peut faire des accords de coopération mutuellement avantageux avec un pays dont on sait que les conditions de production, les conditions de protection sociale, les conditions de rémunération aujourd'hui soient infiniment plus basses que ce que nous connaissons ici. Mais c'est le cas de tous ces accords dits de partenariat ou de libre-échange. Donc il faudrait changer même à la fois la manière de poser la question et la manière d'y répondre. Et moi, je préconiserais plutôt qu'entre l'Union européenne et la Chine, il y ait pendant un temps assez long une sorte de comité mixte, une commission mixte pluridisciplinaire qui examinerait chacune des questions et qui, sur cette base, donnerait des préconisations pour les accords de coopération. C'est-à-dire, ces accords de coopération ne doivent pas être ni mauvais pour les êtres humains en France, ni mauvais pour les êtres humains en Chine, ni mauvais pour l'environnement ici, ni mauvais pour l'environnement là-bas. Parce que cette guerre économique permanente qui existe pour capter des marchés supplémentaires, on voit bien qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne marche pas. Donc il faut inventer autre chose, un autre système. Mais évidemment, j'ai bien conscience qu'on en est loin. Mais entre-temps, tu es d'accord pour dire qu'il faut quand même aussi, plutôt que d'essayer de trouver la solution nous-mêmes au sein de l'Union européenne, au moins faire une démarche auprès de l'OMC. Oui, on peut faire un débat à l'OMC, bien sûr. Oui. Stélios, un petit mot sur cette question de la Chine?
Bon, on a tout dit déjà, Oui. on a tout dit déjà. Voilà. On ne peut pas devenir des Chinois. Hein. Non, exactement. On ne peut pas faire nos yeux comme ça. Il y a l'Europe a des autres avantages qu'il faut préserver aussi. Mais C'est basé sur ces avantages qui ne sont pas les... Mais en Grèce, de toute façon, on est déjà témoin Le Pirée appartient déjà à l'économie chinoise, et donc vous pouvez déjà en parler. Un petit mot, on avait dit qu'il y aurait un bonus à cette émission. Le référendum en Grande-Bretagne, Brexit, il va en être question également, il en est question à cette session. Alors un mot les uns les autres là-dessus, votre sentiment là-dessus. Allez-y, dites-nous un petit peu comment vous voyez les choses. Parce qu'il y a une grande surenchère, et alors là, s'il y a un débat qui est public et qui est largement relayé par tout le monde, c'est celui-ci quand même, Oui. Y compris par les hommes politiques de Grande-Bretagne. On est vraiment sur la brèche parce que je crois que on n'est pas là pour juger les bienfaits ou les méfaits de tel ou tel pays ou telle économie. Du point de vue de la construction européenne, chacun mesure que si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, il y a un risque de détricotage. Et un détricotage, on ne sait jamais quand est-ce qu'on arrête la maille. Hein. Et donc la tension, c'est qu'en même temps, il faut permettre à M. Cameron de sortir du piège dans lequel il s'est lui-même mis, mais dans lequel il nous a mis aussi. Or, moi, je ne veux pas d'un accord avec M. Cameron qui nous empêche de faire ce que nous avons à faire par ailleurs, ni d'un accord qui détruise les conditions mêmes de l'Union européenne. On n'est pas dans l'Union européenne juste pour être dans l'Union européenne, on est dans l'Union européenne ou dans la zone euro, parce qu'éventuellement on pense que dans un monde mondialisé, dans une révolution numérique en cours, c'est l'espace dans lequel nous pouvons au mieux, avec toutes les contradictions que nous devons gérer par ailleurs, mais au mieux assurer l'avenir de nos concitoyens. Et donc moi, par exemple, pour ne prendre que la question sociale ou la question de l'euro, qui sont les deux questions sans doute les plus critiques, je ne veux pas qu'à travers les concessions qui seront faites à M. Cameron, voilà, on remette en cause le principe d'un droit des résidents à accéder à des prestations sociales, d'une part. D'autre part, s'agissant du futur de la zone euro, on est là dans un sujet très critique. Le Royaume-Uni, avec sa fameuse City à Londres, qui est la place marché financier à Londres, quand on a discuté de l'union bancaire, c'était un sujet marché intérieur. Et donc, ils ont considéré qu'ils avaient leur mot à dire et qu'ils faisaient partie de la discussion. Et ils veulent appliquer exactement les mêmes règles pour le futur de la zone euro. Or, tout le monde sait qu'aujourd'hui, les conditions de survie de la zone euro ne sont pas assurées et qu'il faut aller plus loin. Hein. Et donc moi, je ne veux pas que le Royaume-Uni ait un droit de veto sur ce que par ailleurs nous savons devoir faire au sein de la zone euro. La seule question que je me pose, c'est quand on voit toutes les difficultés sur la table, c'est si on n'est pas à la veille de ce que devrait être une certaine remise à plat des choses. On voit bien, on évoquera peut-être plus tard la question des réfugiés. On en parlera. L'Allemagne est devant une tension très forte, nous avons nos propres tensions, y compris dans la lutte contre le terrorisme, dans le retour à un emploi décent. Le besoin de solidarité, il est un peu partout, mais négocier à la carte, morceau par morceau, comme on est en train de le faire, je me demande si on n'est pas arrivé au bout de cette logique de négociation. Patrick Pégaric. Oui, au fond, ce qui est en train de se passer là est la manifestation d'une crise assez profonde du type de construction européenne actuelle. Et la Grande-Bretagne, qui a demandé depuis très longtemps beaucoup d'exonération dans la mise en œuvre de politiques communes, même dans le paiement au pot commun, tente là de franchir un nouveau cap, mais c'est un nouveau cap sur les questions les plus critiques, les plus mauvaises, si vous voulez. Parce que les exonérations maintenant qu'on demande, c'est sur les questions sociales et humaines.
au profit effectivement de la loi de l'argent, de la City Londres, et sur les questions humaines, on le voit par exemple sur la question des réfugiés et des migrants. Donc les exonérations qu'il demande dans la mise en œuvre de politiques communes, c'est ce qu'on pouvait faire de pire. Ouais, et c'est ça qui devient extrêmement dangereux, je crois. Stelios. Tant que l'Europe s'éloigne des valeurs fondatrices, on va avoir des autres Brexit. Ce n'est pas seulement la question britannique, mais aussi on voit la Pologne, par exemple. Le nouveau gouvernement a décidé d'éloigner les drapeaux européens. Pendant les conférences de presse, on voit en Croatie un gouvernement de l'extrême droite où il y a là-dedans des gens qui défendent les régimes pro-nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a des choses, on a des forces centrophiles qui vont partir. Il faut revenir, il faut trouver encore les principes fondateurs, la justice sociale, la solidarité, tout cela qui faisait l'Europe un lieu privilégié où tout le monde voulait y aller. C'est ça. Ouais. Est-ce que je peux allez-y, un petit mot. Un petit mot là-dessus, parce que au fond, tous les deux, je crois que vous avez raison de revenir à la logique même de la construction européenne. Et je crois que bon, l'affaire britannique est une affaire en plus, hein, mais c'est une affaire, quand je dis qu'on est à un moment où il faudrait une remise à plat, c'est parce que si le Royaume-Uni se retrouve dans cette tension aujourd'hui, c'est la face immergée d'un iceberg, hein, qui est la façon dont, au fond, les pères fondateurs ont pensé qu'on allait faire une construction des petits pas. Et les petits pas, quand il s'agissait d'harmoniser des règles de marché intérieur, on commençait par harmoniser les roues avant, puis après on harmonisait les roues arrière. Bon, je caricature, hein. Après on faisait la fenêtre, le rétroviseur, l'antenne de radio. C'était pas très grave, hein. La voiture continuait à marcher. Bon. Mais là, au fond, après l'acte unique, donc après 86, on rentre dans des sujets qui sont des sujets de souveraineté. Et où la dynamique aurait dû être une dynamique de souveraineté partagée. Or, puisqu'on était dans une affaire de petits pas, eh bien, les dernières étapes, on ne les franchit jamais. Et donc, on a un euro sans politique économique, on a Schengen sans politique d'asile, sans politique de migration, sans frontières gardées ensemble. Et du coup, ce que ressentent les peuples, ce sont ce qu'on pourrait appeler des interdépendances négatives, des contraintes, et pas le pari fondateur qui était celui de créer par accumulation des solidarités de fait. Et sans ces solidarités, il n'y a pas de clé de voûte européenne qui tienne. Voilà, je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis je vous donne rendez-vous pour un autre débat qui va suivre d'ailleurs et qui concerne ce dont on est en train de parler là, Schengen, la crise des réfugiés. On en parle dans quelques minutes. Vous pouvez nous retrouver sur le site bien sûr pour ce second débat. Merci à vous, à tout de suite.